On est sur vous. Solange Biadi, bonjour. Bonjour. On se retrouve bien pour cette première de carnet de campagne initiée par le CRIF Marseille-Provence. Alors le 11 et 18 juin prochain, les Français vont retourner aux urnes afin d'élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Une élection importante à ne pas prendre à la légère, car ce sont, on va quand même un petit peu l'expliquer, les députés, tous ces députés donc qui seront élus, qui vont s'y réunir donc à cette Assemblée nationale pour proposer, débattre des projets de loi, les faire voter et les appliquer. Cette élection, elle revêt cette année une importance toute particulière, puisque, avec l'élection du nouveau président de la République qui a bousculé tous les codes, bien tous les Français se demandent quelle majorité il va y avoir, comment on va pouvoir gouverner. Donc, c'est clair, c'est assez important. On va parler un petit peu de vous, si vous le voulez. Alors, vous avez été pendant 20 ans pharmacienne. En 2001, vous vous engagez aux côtés de Jean-Claude Gaudin en devenant conseillère municipale. Vous me dites si je me trompe. Hein. Tout est parfait pour Voilà. En 2008, vous devenez adjointe au maire. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente du conseil départemental, vous êtes 4e adjointe au maire de Marseille dans le cadre du commerce, de l'artisanat, des professions libérales. Vous êtes présidente et du grand centre-ville, oui, je savais que j'allais oublier quelque chose. Vous êtes présidente de Provence Promotion et également vice-présidente d'Euroméditerranée. Alors, c'est sous l'étiquette de Les Républicains que vous vous présentez aux prochaines élections législatives. Le centre et l'UDI. Voilà. Ok, et ça se fera dans la 4e circonscription de Marseille qui regroupe le 1er, le 2e, le 3e arrondissement de Marseille, une partie du 5e et du 6e. La Plaine, c'est le parti de 5 et de 6, la Plaine et le Cours-Julien. Voilà. Exactement. Alors, en face de vous, vous aurez Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Patrick Mennucci, qui est le député sortant pour le Parti Socialiste, Corinne Versini d'En Marche, et enfin Jacques Marty pour le Front Jeanne Marty pour le Front National. Alors, vous voulez 14 autres. Je pense qu'on va laisser tomber les 14. On est 19. Parce que sinon l'interview ne fera une demi-heure. Alors, quand on parle de vous, eh bien, vous voulez que les arrondissements oubliés par le gouvernement soient reconnus. Vous croyez profondément aux valeurs républicaines, l'égalité, la liberté, la fraternité, mais vous allez au-delà de tout ça, puisque vous croyez aussi au travail, au respect et à l'autorité laïque. Alors, vous avez 4 priorités, l'emploi, le logement, l'éducation, la santé, on va y revenir tout à l'heure pendant l'interview. Mais avant, moi j'ai envie de vous poser une question. Vous allez vous lancer dans une bataille, et vous y êtes déjà qui est assez rude. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Si vous voulez, cette bataille, je l'ai voulue déjà depuis 2012. Je sais que cette circonscription, elle est pas de notre famille politique, elle était toujours plutôt de tendance socialiste, c'est comme ça, elle est comme ça parce que c'est des arrondissements qui ont toujours voté dans ce sens-là, mais qui changent petit à petit. Donc moi, en 2012, je vous fais un petit peu un parcours, en 2012, quand j'ai vu que personne ne voulait aller dans cette circonscription, parce qu'elle avait été redécoupée complètement, on est passé de 8 à 7 circonscriptions, moi j'ai demandé au maire de Marseille de partir là-bas. Pourquoi ? Parce que je suis adjointe au centre-ville depuis 2008 et je suis au commerce, artisanat et professions libérales. Et surtout, je suis adjointe au grand centre-ville. Et j'ai vu tout le travail énorme qu'a fait Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, avec aussi la communauté urbaine et maintenant président de la métropole. Depuis 20 ans, on fait énormément sur ces quartiers. C'est là, en plus, il y a le projet Euroméditerranée. C'est sur ces quartiers-là, sur cette circonscription-là, que la ville, le département, la région, l'État, Euroméditerranée a investi le plus. Donc, moi, j'estime que c'est un travail depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, et qu'on n'avait pas à laisser ces quartiers sans quelqu'un de notre formation politique. Donc, en 2012, je perds contre Patrick Mennucci. Je ne suis pas au deuxième tour, juste de 100 voix sur 60 000 électeurs. C'est le Front National qui me passe devant parce que je pense que je n'étais pas connue. En 2014, le maire m'avait dit si vous partez là en 2014, vous serez tête de liste. J'ai dit oui parce que j'étais au départ élue du 6-8. Mais j'estime qu'on ne gagne pas une ville si on ne va pas à la conquête. Et moi, on est 3 à être partis du 6-8, Dominique Thion dans le 1-7, moi dans le 2-3 et Richard Miron dans le 13-14. Et bien nous en a été, puisque Dominique Thion et Sabine Bernasconi ont gagné le 1-7, et moi j'arrive en première au premier tour en 2014, et c'est une mairie de Jean-Claude Gaudin, donc aussi qui a été inversée de tendance politique, parce que depuis 60 ans, elle n'était pas de notre formation politique. Plus, après, je me présente aux élections départementales, sur le canton, c'est pour ça qu'aussi j'ai choisi cette circonscription, parce que dans mon canton, il y a la Plaine et le Cours-Julien.
Et là aussi... Donc, ce sont des quartiers que vous connaissez C'est bien. des quartiers que je connais. Moi, je défends le territoire. Je pense qu'une élue de territoire est fondamentale pour être une élue, pour être députée. Donc je finis sur le département, donc on gagne ça. Et là aussi, on a inversé la tendance. Ce n'était le conseil départemental, présidé par Martine Vassal, maintenant, n'était pas de notre tendance politique. Et les changements se sont faits. Et pourquoi je me présente encore en 2017 sur cette circonscription? Parce que je connais bien ce territoire. Je le connais autant sur le 2-3, je le connais sur le centre-ville avec mon travail au centre-ville et au commerce, artisanat, profession libérale, et aussi par rapport à mon canton. Et c'est vrai que tous ces territoires-là, c'est vraiment le poumon économique de Marseille, c'est le pourvoyeur d'emploi, c'est le centre historique de Marseille, vous avez la Plaine, vous avez la Canebière, vous avez l'hypercentre, vous avez, après il y a la gare, vous avez le port. C'est vraiment le Marseille, je veux dire, la mixité de Marseille et tout, et ce que représente vraiment Marseille. Donc finalement, c'est pour ça, moi, quand j'ai fini, elle me passionne. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Elle me passionne, et je trouve que c'est extraordinaire de se présenter dans ce secteur. Donc finalement, c'est ce que vous voulez dire face à des personnes comme Patrick Mélenchon qui ne connaissent pas Marseille, qui ne connaissent peut-être pas du tout cette circonscription. Jean-Luc Mélenchon, vous dites pas. Jean-Luc Mélenchon, pardon. Écoutez, il y en a tellement contre Patrick, Jean-Luc, etc. On commence à s'y perdre. Donc vous voulez dire qu'à la différence de lui, vous êtes quelqu'un de terrain. Moi je suis pas pour les parachutés. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien déjà pour les gens. Et parce que les électeurs, vous savez, ils sont très intelligents. Ils comprennent les gens qui sont auprès d'eux, la proximité. Et puis, c'est pas bien pour le député qui va être élu. Parce que le député qui va être élu, son rôle, bien sûr, c'est de faire des lois à Paris nationales, mais des lois qui correspondent à la circonscription. Pourquoi moi j'ai un programme en 4 points? Le logement, l'emploi, l'éducation et la santé. Parce que c'est ce que je vis tous les jours sur ce secteur. Si j'étais dans la Creuse ou dans la Drôme ou je sais pas, en Camargue, les gens me demanderaient autre chose. Donc il y a 577 députés, c'est pas pour rien. C'est justement pour que chacun représente son territoire et travaille sur des projets nationaux qui seront pour la nation, mais aussi que Paris entende ce que veut cette circonscription. Et ça, moi, c'est mon objectif. Parce que toujours cette circonscription, elle n'a pas été de notre tendance politique. Mais elle a toujours été oubliée, toujours été oubliée de l'État. Tout ce qu'a pu à donner l'État, c'est parce qu'il y a eu un maire comme Jean-Claude Gaudin, un sénateur maire, et tout ce qu'ont demandé les élus du département et de la ville. Alors justement, on va s'intéresser à ces 4 piliers que vous mettez en avant et on va commencer par l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. Donc on ne va pas se cacher, dans les Bouches-du-Rhône, le chômage est très présent, et notamment chez les jeunes. Oui. Et vous, donc, vous êtes penché sur ça et vous avez des propositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, moi je me suis penchée sur ça parce que quand je suis dans la rue, qu'est-ce qu'on me demande? Un emploi et un logement. Et surtout dans cette circonscription, au niveau des jeunes. Donc moi, l'intérêt, c'est que j'ai dit, je veux travailler, si je suis élu député, je veux travailler sur l'emploi, et surtout sur l'emploi des jeunes. Donc, surtout diminuer les charges au niveau des employeurs, faire que les jeunes de moins de 25 ans puissent être pris avec des CDD ou des CDI, mais plus faire que des CDD, et surtout travailler aussi sur la formation et on a beaucoup de difficultés quand les jeunes font des stages en alternance par exemple, à trouver des employeurs qui prennent ces stagiaires en alternance pour après leur donner un travail, parce qu'il y a des charges énormes, parce qu'il faut les payer, tout ça. Et donc ça, moi je veux travailler beaucoup là-dessus pour qu'après ils aient un stage et ils puissent être employés. Ou alors travailler avec les employeurs et qu'on leur enlève les charges totalement, surtout pour les jeunes de moins de 25 ans. Voilà, justement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux travailler au niveau du gouvernement. Si je suis les députés, je pense qu'on va avoir des tâches comme on a des... Vous devancez mes questions, là. Voilà. Vous les devancez. Non, parce que justement, voilà. Donc, votre proposition, c'est de dire, si je résume un petit peu votre pensée, c'est de dire pour les jeunes de moins de 25 ans, pendant 2 ans, une exonération de charges patronales qui aboutissent après sur un CDI. On est d'accord. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment, quand on est député, on peut porter cette solution, faire qu'elle soit entendue
comment un petit peu pousser les barrières, quoi. Ben écoutez, pour le moment, j'ai jamais été députée. Mais Oui, donc, donc, je pense que c'est comme quand on est, par exemple, à la ville avec une délégation, Mhm. c'est-à-dire travailler dans la commission qui s'occupe de l'emploi et faire ses propositions et les porter, faire des amendements, faire des lois et travailler sur ça. Voilà mon objectif. Alors, deuxième pilier, l'éducation. L'éducation. Alors pourquoi Oui, allez-y. Juste, Ouais, vas-y, je suis intarissable. je sais que vous êtes parle très- intarissable. Alors, non, c'est juste pour que les personnes qui écoutent comprennent bien vos propositions. Tout à fait. Alors, dans l'éducation, vous proposez bien de renforcer ce que l'on appelle l'éducation prioritaire, surtout dans les quartiers défavorisés. Alors, je vais vous demander, ça se concrétise comment sur le terrain? Alors sur le terrain, les quartiers défavorisés les plus dans notre circonscription, c'est le 3e. Mm. Mais je le pense qu'on peut l'adapter à tout le monde et surtout à la France entière. L'idée, c'est que, si vous voulez, on s'est rendu compte avec les rythmes scolaires. Moi, je l'ai beaucoup vécu avec les rythmes scolaires, surtout dans le 3e arrondissement. Ça anéantit les enfants. Parce que, si vous voulez, moi, l'important, pardon, c'est que du CP à la 6e, les enfants, ils sachent lire, écrire et compter. À l'heure actuelle, on fait beaucoup de choses, mais les fondamentaux, on les oublie un peu. Et quand on a fait les rythmes scolaires, dans ces quartiers-là, surtout dans le quartier du 3e, il faut beaucoup de soutien scolaire. Et moi, je suis pour le soutien scolaire, pour que les enfants, arrivant en 6e, ils sachent lire, écrire et compter. Parce qu'on a à peu près 10 à 15%, même un peu plus, qui ne savent pas ça. Et quand vous êtes arrivé en 6e, si vous n'avez pas ces bases fondamentales, c'est fini, c'est mort pour la formation, c'est mort pour l'apprentissage, c'est mort pour s'ils veulent aller au collège et puis après aller à l'université pour passer au lycée. Les bases fondamentales. Et on a été beaucoup laxiste sur cette chose-là. Et puis surtout, vous voyez par exemple, monsieur Emmanuel Macron, notre nouveau président, propose, donc moi je vais complètement dans son sens, des classes de 12. Mais c'est bien ça qu'il propose des classes de 12 pour le primaire. Mais il faut qu'il nous donne les moyens en compensation. Par faire comme il a fait Vincent Payon qui nous a obligé les rythmes scolaires, ça a coûté 23 millions, je parle que de la ville de Marseille, parce que c'est ce que je connais, 23 millions d'euros sur la ville de Marseille par an, et qui en plus n'a pas donné l'argent, et qui en plus nous a laissé nous débrouiller. Ça a été une catastrophe. Ce que je suis, si vous voulez, je constate, c'est que les institutrices et les maîtresses d'école, et surtout les directrices des primaires, quand on les avait vues, il y avait à l'époque Najat Belkacem, Madame Najat, qui était ministre de l'Éducation, on l'a vu avec Jean-Claude Gaudin, toutes les institutrices, qui pourtant ne sont pas trop là-bas de ma tendance politique, de ma famille politique, elles ont toutes dit, il faut nous enlever les rythmes scolaires. Ça a déstabilisé complètement les enfants. Donc moi, je veux qu'on soit beaucoup plus dans les bases fondamentales de l'éducation, de l'éducation nationale, mais surtout faire apprendre aux enfants, beaucoup plus les cadrer sur ça. Après, oui, pardon. Alors, excusez-moi, juste concrètement dans les classes, ça se matérialise par quoi? Des assistants, des personnes qui vont venir aider les enfants en difficulté, parce que bon, oui, il y a des systèmes qui sont déjà mis en place, qui marchent plus ou moins bien, voilà. Les systèmes d'AVS, mais c'est pas évident parfois de les obtenir. De plus en plus, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, de plus en plus d'enfants souffrent de dyslexie, de dyspraxie, et ces enfants ont besoin d'être aidés quotidiennement. Pourquoi? Parce que les professeurs eux-mêmes sont désemparés parce qu'ils ne sont pas formés. Exactement. Et bien moi, c'est soit que les institutrices, elles soient plus, j'allais dire, beaucoup plus, qu'on puisse leur donner ou une aide, ou enfin qu'il y ait des moyens, des moyens fondamentaux pour les aider à faire, déjà qu'elles fassent leur travail normal. Donc maintenant on repasse, alors d'après ce que j'ai compris, à la semaine des 4 jours. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et si par exemple pour le mercredi il faut du soutien scolaire, eh bien, soit qu'on mette une personne en plus, mais qui soit formée. Et comme vous le dites, si c'est des dyslexies, si c'est des dyspraxies, mais déjà là-bas au moins qu'on leur donne les bases. Que c'est vrai que c'est bien de leur faire du sport, que leur faire ça, mais ça c'est dans le programme déjà scolaire. Mais au moins
Quand il y a un problème d'alphabétisation ou de comment ça s'appelle, de compréhension ou d'apprendre à lire, écrire et compter, Mhm. qu'on ait des soutiens scolaires et qu'on ait beaucoup plus de monde, mais surtout qu'on nous donne les moyens de le faire. Alors justement, quand on parle d'éducation, en parallèle, il y a une question un peu qui me brûle les lèvres. Vous parlez de quartiers défavorisés, on peut parler du monde associatif. Alors on sait que le monde associatif, c'est un tissu qui n'est pas à négliger, Mm. un tissu qui est important, qui peut aider à faire des ponts dans les quartiers Tout à notamment fait. défavorisés. Quelle est votre vision de ce tissu associatif marseillais? Qu'est-ce que vous avez envie de l'apporter? Est-ce que vous avez envie de l'aider? On sait très bien que malheureusement les coupes budgétaires sont là, beaucoup d'associations ferment les portes. Quelle est votre vision à vous? Ben, ma vision, elle est très claire parce qu'au conseil départemental, je suis vice-présidente et j'ai en charge la vie associative. Et surtout, moi, dans la vie associative, j'ai tout ce qui est, bon, crèche, petite enfance, mais j'ai la partie de la précarité. Donc, si vous voulez, moi, dans mon portefeuille, si vous voulez, j'ai un peu toutes les associations. Moi, ce que je veux, c'est que c'est des associations un peu les mutualiser, les regrouper. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de le faire au conseil départemental avec notre présidente Martine Vassal. On est en train de revoir une à une toutes les associations pour justement voir le travail qu'elles font et sur quel territoire elles le font. Surtout, donc moi je suis en train de voir ça et de le travailler. Donc ma vision c'est de les garder les associations. Parce que le tissu associatif c'est vraiment le lien social dont on a besoin, surtout dans des grandes villes. Parce que dans des grandes villes, c'est pas comme dans les villages ou les petites villes où les gens se voient. Souvent, les gens se retrouvent seuls, que ce soit avec les personnes âgées ou avec les enfants ou dans ces quartiers prioritaires où il y a besoin beaucoup justement de ce lien social. Donc nous, notre objectif, c'est de les rencontrer les unes après les autres, de voir le travail qu'elles font et de préférence les mutualiser dans un local. Parce que par exemple, moi je vous donne dans le troisième, j'en ai un qui est à Saint-Mauron, et bien, qui va faire un petit groupe, l'autre qui est juste à côté à Félix-Piat, qui va faire un petit groupe. Donc essayez Les regrouper. de les regrouper et de leur donner des jours où elles peuvent continuer à faire le devoir aux enfants, à aider les mamans surtout dans ce secteur-là, à aider les Oui, mamans parce qu'il y a beaucoup de aussi, familles monoparentales voilà, par là-bas. monoparentales, et puis surtout d'aider les mamans Partout, même. aussi à, à savoir bien utiliser le français. Parce que souvent, à la maison, le problème, c'est qu'ils utilisent mal le français, donc les enfants font des fautes d'orthographe, ont beaucoup plus de mal. Donc, à travailler sur ça. Mais moi, c'est important tout en, si vous voulez, en faisant des économies. Parce qu'on ne peut pas distribuer l'argent comme ça. Donc, en mutualisant et surtout en les regroupant et en voyant le travail qu'elles font. Alors, autre grand pilier, c'est le logement. Et là, j'ai été assez surprise puisque vous proposez l'accès à la priorité low cost. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai mis ça parce que si vous voulez, quand je sors dans la rue aussi dans ce secteur, surtout bien sûr dans le troisième, qu'est-ce qu'on me demande? Un emploi, un logement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a des HLM avec des quotas. Mais le HLM, l'habitation à loyer modéré, n'est pas pour moi une fin en soi. C'est-à-dire que tout le monde dit je veux un HLM, je veux un HLM. Mais je veux dire, on peut avoir, quand je dis des logements locaux, c'est qu'on peut avoir avec des investisseurs des logements qui soient aussi bien que les HLM, avec des prix pareils que les HLM, mais avec des propriétaires privés. Parce que la fonction publique ou l'institution publique ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et si vous voulez, moi je suis pour les investisseurs, je suis pour les gens qui entreprennent, je suis pour les gens qui donnent de l'emploi. Et en faisant des logements comme ça, les gens peuvent non seulement avoir des locations intéressantes, au même prix qu'un logement social, et surtout peuvent aussi accéder à la propriété. Parce que si vous voulez, il y a comment ça s'appelle, des couples qui commencent à travailler et qui disent oui mais je veux un logement social parce que j'ai pas assez, je gagne pas encore assez. Mais si on arrive à non seulement avoir des loyers intéressants ou alors avoir des prêts intéressants, ils payent à peu près le même prix. Vous voyez? Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux arriver à changer aussi la façon de voir les choses. Si vous voulez, parce que vous avez un petit salaire, alors vous vous demandez qu'un logement social. Non, c'est pas le but. Le but, c'est justement que tout le monde ait un logement
pour lui et pour sa famille et pour pouvoir vivre correctement, bien vivre avec les autres. Le bien vivre ensemble, c'est un de nos leitmotifs. Et pour avoir et pour pouvoir s'épanouir, vivre avec ses enfants, que les enfants aillent à l'école. Voilà mon objectif. Donc finalement, pour vous, l'accès à la propriété, ça ne doit pas être qu'aux personnes les plus aisées. Bah, bien sûr que Donc il va non. falloir convaincre les banquiers. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on demande que la Caisse des dépôts nous aide. Ok. Si vous avez vu, je l'ai mis Je l'ai dedans. vu, Je c'est l'ai pour mis ça que dans je pose mon cette programme. question. Oui, il faut convaincre les banquiers. Et parce que si on arrive à ce que la Caisse des dépôts nous aide et qu'ils garantissent un peu ils n'ont pas besoin d'apporter comment ça s'appelle, une garantie. Et à ce moment-là, on peut... Vous savez, je vais vous dire quelque chose tout à fait pourquoi j'ai ça dans mon ADN. Parce que moi, mon père, il a créé le Crédit Universel. Il a créé le Crédit Universel en 1955. Et pourquoi ça me fait penser à ça par rapport aux banquiers? Parce que mon père, il n'était pas d'une famille de banquiers. Et il crée le Crédit Universel en 1955 parce que justement, il voulait que tous puissent avoir un crédit. Parce qu'avant, en 1955, il n'y en avait que les riches qui avaient des crédits. Et il a créé ça pour qu'il y ait l'accès au logement et l'accès aux produits de consommation. Et il a créé deux choses. Il a créé ça, donc le prêt à la consommation, mais surtout il a créé le factoring. Et le factoring, c'est pour que les petites entreprises puissent, c'était la banque qui leur servait de comment ça s'appelle maintenant, je vais dire généralisé le factoring. C'est donc les petites entreprises, elles donnent 1% à la banque, mais ils gèrent toute la trésorerie, toutes leurs factures. Et c'était pour développer les petites entreprises, développer que tout le monde puisse avoir un logement et ce dont il avait besoin, avec un petit crédit. Alors, dernier de vos piliers, c'est la sécurité sociale et la santé. Vous dites qu'il est très important d'augmenter, de changer un petit peu les études au niveau de la médecine, qu'il y ait plus de médecins locaux, qu'on n'ait pas toujours besoin d'avoir à embaucher du personnel étranger. Voilà. Moi, pourquoi je veux me pencher sur la santé? Parce que moi, j'ai été pharmacienne, je suis pharmacienne, toujours, j'ai mon diplôme, mais j'ai été pharmacienne pendant 20 ans dans l'hypercentre-ville, justement, au cours Lyoto. Et puis après, quand j'ai eu l'opportunité de me présenter, grâce à Jean-Claude Godin et Renaud Muselier, je suis partie. Mais j'ai vu la problématique. Si vous voulez, la problématique de la sécurité sociale et de la santé, c'est qu'on a voulu diminuer le déficit de la sécurité sociale. Ça a été très bien, mais si vous voulez, ils ont tapé beaucoup sur les pharmacies et ils ont augmenté le numerus clausus au niveau des médecins. Mais si vous voulez, je pense que les dépenses de la sécurité sociale, c'est ailleurs aussi. Donc je pense qu'il faut quand même garder le pharmacien, parce que le pharmacien, surtout les pharmaciens de quartier, c'est un lien social énorme. Donc je pense qu'il faut quand même préserver le pharmacien d'officine. Je pense aussi qu'il faut préserver le pharmacien, le médecin de quartier, parce que c'est aussi un lien social et ça désengorge les hôpitaux. Là, si vous voulez, à l'heure actuelle, on a tellement diminué ça qu'il y a moins de médecins libéraux en ville et surtout maintenant les hôpitaux sont engorgés. Et surtout, si vous voulez, je pense qu'il faut remonter le numerus clausus. Ils l'ont déjà commencé à le faire parce qu'ils se sont rendus compte de la difficulté, ils se sont rendus compte des problématiques. Mais je pense qu'aussi, il faut quand même gérer le déficit de la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est un bien précieux, c'est un bien que nous envie tout le monde entier et qu'il faut arriver. Et c'est comme ça qu'on arrive quand même à que, si vous voulez, tout le monde puisse être soigné et correctement et bien. Mais il faut quand même gérer ce déficit et je pense que ce n'est pas en diminuant le numerus clausus qu'on gère le déficit. Parce qu'on fait maintenant appel à des médecins étrangers alors qu'il y en a plein sur notre territoire qui n'ont pas réussi les études et qui auraient pu être de bons médecins. Donc c'est un équilibre à avoir. Et ça aussi, je voudrais le gérer. Je voudrais le travailler au niveau des lois. Et si je suis élu député, c'est un travail que je veux faire. Mais justement, si vous êtes élu député, est-ce que vous allez abandonner vos mandats locaux ? Je suis obligée. Vous allez être obligée à partir de juillet 2017. Si je suis élue députée, c'est ma suppléante au conseil départemental
qui prendra ma place. Ça vous manquera pas? Oh, sûrement, sûrement, mais vous savez, je pense qu'être élu député, c'est quand même extraordinaire. Belle Et aventure. c'est une belle aventure. Et si ça me permet de pouvoir travailler encore sur la circonscription et de faire beaucoup pour cette circonscription, c'est fabuleux. Mais je serai plus vice-présidente à Euroméditerranée, je serai plus présidente de Provence Promotion. Ça, de toute façon, comment ça s'appelle? En juin, ça change aussi parce que c'est la Chambre de commerce qui le prend, parce que c'est 3 ans, 3 ans. Et je ne serai plus conseillère départementale et ni adjointe au maire, mais je reste conseillère municipale justement pour ne pas être déconnectée du territoire. Et je pense que je pourrais garder ma délégation. Alors avant Voilà. de vous poser 2 questions qui intéressent la communauté, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle, Solange Biadi. On voit qu'on est quand même à l'heure actuelle à la fin d'un cycle. Tout est en train d'être modifié, l'échiquier est en train d'être modifié. On voit avec l'élection d'Emmanuel Macron, ça a bouleversé tous les codes aux États-Unis avec Trump. On a l'impression, on a peur même finalement de passer ce cap ou de comment le passer. Comment vous le vivez, vous, puisque vous êtes dans votre parti moi, je politique? le vis, mais on le sentait depuis longtemps, hein, que les gens ne voulaient plus les mêmes codes, qui voulaient que ça change et tout. On est passé, comme je dis, au 21e siècle. Et surtout, on a changé de logiciel. Donc, si vous voulez, tout change. Tout. Et par exemple, c'est démodé la politique, comme fait M. Mélenchon, comme fait M. Minucci ou Mme Versini, en étant des parachutés ou en voulant rester dans les mêmes codes. C'est terminé, ça. Les gens, ils veulent autre chose. Ils veulent des gens qui soient beaucoup plus proches d'eux et qui soient dans du pragmatisme et du concret. Et moi, ça, je le fais déjà depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans. Et ce que je disais l'autre jour quand il est venu, François Baroin, à ma permanence, on me dit, oui, vous dites que Marseille c'est une ville populaire qui est ni de droite et ni de gauche, vous êtes un peu dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Je lui dis non, moi ce que je suis dans l'esprit de Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, ça fait 20 ans qu'il le dit, il devait être en avance sur son temps. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé en tant qu'élu? C'est être surtout très proche des gens, être dans la proximité et surtout que ce qu'on fait en tant qu'élu servent à notre territoire. Et ça, c'est très important. Et moi, je le vis comme ça. Je pense que les gens, ils en ont ras-le-bol, qu'on leur a, excusez-moi du mot, mais ils en ont ras-le-bol qu'on leur fasse des grandes phrases et qu'après, il n'y ait rien derrière et qu'il n'y ait pas de pragmatisme et de concret. Et moi, c'est pour ça que mes 4 piliers, c'est des 4 piliers j'allais dire, de bon sens, de ce qu'on me demande sur le terrain. Et c'est ça que je veux porter à Paris, pour que Paris, enfin, entende notre circonscription. Oui, on a vraiment l'impression, en vous entendant parler, enfin je vous entends parler depuis le début de cet entretien, que vous voulez rendre un visage humain à la politique. Oui, peut-être. C'est gentil. C'est gentil. Je sais pas, je vous demande. Ça me fait plaisir. Je sais pas, je vous le demande. Oui, je veux. Dans mes discours, c'est l'humain au cœur. Voilà. Donc, vous voyez, donc, au cœur, c'était un slogan qu'on voulait mettre, parce qu'au cœur de la 4e circonscription, au cœur de la ville de Marseille, parce que c'est le centre, c'est le cœur de Marseille, notre circonscription. Alors, avant de vous quitter, 2 questions qui intéressent quand même la communauté, le terrorisme et la sécurité. Bien sûr. Alors, bien évidemment, le terrorisme ne s'arrête pas, il n'arrête pas de grandir. On peut revenir sur ce qui s'est passé récemment à Manchester. La communauté juive, on ne va pas le cacher, hein, c'est une communauté qui est ciblée, on peut le voir de façon récurrente. Quelle est votre implication, votre sentiment sur tout ça? Mon implication, c'est que bien sûr, avec le terrorisme, à l'heure actuelle, on vit avec ça. Et il faut qu'on arrive à l'enrayer, bien sûr. Et puis moi, je suis contre les extrêmes. Si vous voulez que ça soit des gens comme le Front National ou comme la France Insoumise qui vraiment ne pensent qu'à à faire monter les gens contre les autres, moi je ne suis pas pour ça. Moi je suis au contraire pour une ville apaisée bien sûr, mais où toutes les communautés comme à Marseille arrivent à vivre ensemble. Moi tout ce que je pourrais faire au niveau de la sécurité pour aider justement à ce que on puisse lutter contre le terrorisme, je le ferai. Mais vous voyez, le terrorisme, si vous voulez, moi je pense qu'il vient du fait aussi que les gens sont beaucoup en précarité. Parce que quand vous êtes en précarité, quand vous n'avez pas d'avenir et de devenir, vous faites un peu n'importe quoi. C'est comme les enfants, ça. Si vous les laissez dans la rue, ils font n'importe quoi. C'est pour ça que je reviens à mes 4 piliers et je reviens à l'emploi, parce que je pense que et à l'éducation. Je pense que si on arrive à accompagner toutes ces populations à ce qu'ils aient un devenir, un avenir, on a moins de terrorisme. Alors c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a quand même une crise économique,
il y a des choses qui sont quand même difficiles. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas voter pour les extrêmes. Parce que ça n'apporte rien, de tout casser et on dit allez on casse tout, on recommence, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est dangereux, c'est le chaos. Et moi je veux continuer à travailler, à continuer à rester dans que tout le monde puisse bien vivre ensemble et que toutes les communautés puissent bien vivre ensemble, surtout à Marseille où il y en a énormément, et surtout avec la vôtre qui est très impliquée dans Marseille, et qu'on puisse continuer chacun dans sa différence, dans son, j'allais dire, dans son envie de faire quelque chose ou d'avoir un devenir, de pouvoir continuer à vivre ensemble et de bien vivre ensemble. Alors justement, je vous parlais, une dernière question, ce sera sur Israël, mais c'est une question assez précise que je voudrais Oui. vous poser et qui rejoint justement notre vie à nous en France. Je voulais savoir quel est votre sentiment face aux associations qui prônent le boycott économique de l'État d'Israël, comme le BDS. Alors on les voit souvent dans des manifestations en France, on les voit même dans des manifestations dont le but n'a rien à voir avec l'État d'Israël ou le boycott de l'État d'Israël, en sachant déjà que le boycott économique est quelque chose d'illégal en France. Pourtant, ces associations s'infiltrent dans des manifestations qui sont, je sais pas moi, sur les lois du travail, sur des trucs complètement qui préoccupent les Français de tout un chacun, ne font que dresser les communautés les unes contre les autres, et on a l'impression, nous, que personne ne dit rien. Eh ben, écoutez, moi je suis contre d'abord le boycott économique parce que je trouve d'abord c'est interdit comme vous l'avez dit en France et je pense que ça n'apporte rien. Au contraire, plus vous savez, plus on fait de l'économie, plus on crée de l'emploi, plus on entreprend et plus on trouve de l'emploi aux gens, premièrement. Deuxièmement, monter les communautés comme je vous ai dit les unes contre les autres, je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique et c'est dangereux. Et donc moi, si je peux aussi en tant que député travailler sur ces genres de sujets-là, je le ferai très volontiers et je le ferai avec force et conviction. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis contre les extrêmes, autant le Front National qui, vous l'avez vu dans les débats télévisés, ça a été horrible, et contre justement dans la France Insoumise qui essaye de monter les communautés les unes contre les autres. Moi je me battrai pour que ça n'existe pas. Eh bien, Madame Biaggi, je vous remercie infiniment et à très bientôt. Au revoir. Et merci infiniment de m'avoir reçu, de m'avoir consacré du temps. Au revoir.